Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3. Et voici les grandes articulations de ce journal. En prélude à la conférence internationale fiscale que le Bénin accueille du 28 au 29 février 2024, le groupement des femmes fiscalistes de l'Afrique de l'Ouest a tenu ce mardi une conférence débat. Au cœur des discussions, le potentiel de mobilisation des recettes intérieures en Afrique de l'Ouest et l'évaluation de l'impact de la participation des femmes. Le point de la cérémonie dans un instant. Nous parlerons également médias dans ce journal avec les hommes et femmes de la presse béninoise qui échangent sur le code de déontologie et d'éthique. C'est un atelier qui porte sur les possibilités de révision de cet outil qui sert de repère d'autorégulation à la presse béninoise. À leur côté, pour approfondir les réflexions et enrichir les échanges, plusieurs partenaires dans l'Union européenne à travers WeWorld et le projet MediaB. Nous allons également poursuivre notre feuilleton sur les traces de Finagnon, personnage principal de l'ouvrage Les Aventures de Finagnon. Un ouvrage lu par plusieurs générations d'écoliers béninois dans les années 80 et 90. Avec Marodonou, Finagnon expliquait hier comment l'aventure a commencé aujourd'hui. Nous saurons ce que Finagnon est devenu. Nous parlerons également de la tante Nyomi, Bossi, les jumeaux Yessou et Sagbo, Dossou et bien évidemment le chien Ekaye. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Après un renforcement de capacités organisé à Grand Popo, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias est désormais matériellement renforcé. Une cérémonie de remise de divers équipements aux membres de cette fêtière de la presse béninoise qui s'est tenue ce lundi 27 février 2024 à Cotonou. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet MediaB pour permettre au tribunal des pairs de bien jouer son rôle, celui d'autorégulation des organes de presse. Nous allons suivre. Le projet MediaB. Une cérémonie simple et express, mais pleine de sens. C'est ainsi qu'il conviendrait de qualifier cet événement qui a vu l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias être doté d'un lot de matériel électronique. Le don se compose de 2 ordinateurs portatifs, 2 écrans plasma, 2 climatiseurs et des accessoires d'installation. Chers éminents membres de l'EDEM, sans vous, le rôle des médias serait dévoyé. Sans vous, l'image des médias serait ternie. Votre rôle tient donc à faire tenir la nation. En vous faisant don de ces équipements cet après-midi, nous souhaitons contribuer à l'amélioration des conditions de travail des membres de l'EDEM que vous êtes. Tout en exprimant sa reconnaissance, le président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias rassure quant à la disposition de son organisme à relever le défi qui est le sien dans l'univers médiatique béninois. L'ODEM 9e mandature s'engage donc à pouvoir travailler résolument sur le suivi des médias, notamment sensible aux questions de violence, de vivre ensemble, de sexisme et de genre, pour que la presse béninoise, dans sa qualité, puisse davantage rayonner. Ce geste s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet MediaB et est réalisé avec le concours de plusieurs organisations partenaires, dont WeWorld et l'Union européenne. MediaB, c'est mobilisation, éducation, dialogue et information au Bénin. Donc c'est un projet qui, à travers les médias, vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale en professionnalisant les médias, en leur donnant les outils nécessaires pour une presse de qualité, parce que, on l'a dit tout à l'heure, la communication en temps de crise est très importante pour promouvoir la paix. Et aussi, après les crises, il faut construire la paix et les médias jouent un rôle très important dans ces domaines-là. En vue de la réalisation de sa vision, MediaB organise plusieurs activités, dont des concours nationaux et des sessions de renforcement de capacité des professionnels des médias. Le projet couvre les départements de la Liborie, du Borgou, de la Donga et de la Takora. Restons avec les professionnels des médias du Bénin qui échangent sur le code de déontologie et d'éthique dans les médias. C'est un atelier qui porte sur les possibilités de révision de cet outil qui sert de repère d'autorégulation à la presse béninoise. À leur côté, pour approfondir les réflexions et enrichir les échanges, plusieurs partenaires dans l'Union européenne qui a cofinancé cette rencontre portée par le projet Mobilisation, Éducation, Dialogue et Information au Bénin en abrégé MediaB. Reportage. 25 ans déjà que le code de déontologie et d'éthique dans les médias sert de repère à la presse béninoise. Après tant d'années et avec l'avènement des médias en ligne, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias
jugent opportun d'actualiser cet outil. C'est à cet exercice que sont conviés ces professionnels des médias. Un exercice qui va leur permettre de mieux s'outiller pour relever les défis actuels et futurs de la presse. Notre code de déontologie et de l'éthique dans les médias date de 1999. Entre 1999 et aujourd'hui, il y a eu l'explosion quand même des web TV, les réseaux sociaux. Est-ce que, en raison de cette explosion de ces nouveaux médias, il n'est pas opportun de voir si nous devons actualiser notre code? Nous devons véritablement prendre à cœur cet atelier et tout ce que nous aurons à faire ici pour que, au sortir de l'atelier, nous puissions véritablement avoir le sentiment d'avoir véritablement contribué à un travail qui se veut être de qualité. Dédié à la révision du code de déontologie et d'éthique dans les médias, l'initiative est portée par le projet Mobilisation, éducation, dialogue et information au Bénin, Média B, et cofinancée par l'Union européenne. Elle est mise en œuvre par un consortium de 4 ONG. Il s'agit de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, Éducation, We World du Bénin et Observatorio di Pavia. Son objectif, renforcer les capacités des médias et leurs structures d'autorégulation afin de promouvoir la paix et la cohésion sociale au Bénin. Nous remercions l'Union européenne qui nous donne la possibilité de relire justement ce bréviaire, cette référence que nous utilisons aujourd'hui au regard des nouvelles technologies, au regard de la transmutation de la presse nationale et internationale, au regard donc de tout ce que nous pouvons appeler le paquet digital aujourd'hui qui transforme la pratique professionnelle du journaliste. Et donc, il est opportun de nous rasseoir donc, pour regarder de près ce que nous nous sommes donnés comme article, comme contenu, et l'adapter aux besoins du moment. Au menu de ce projet, une série d'actions. Au-delà de ces renforcements de capacités, le soutien aux productions des médias et des concours visant à créer l'émulation au sein de la presse sont aussi prévus. Après l'étape de Cotonou, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias sera également aux côtés des professionnels des médias des autres communes du Bénin pour le même exercice. Je l'annonçais en début d'édition, en prélude à la conférence internationale fiscale que le Bénin accueille du 28 au 29 février 2024, le groupement des femmes fiscalistes de l'Afrique de l'Ouest a tenu ce mardi une conférence débat. Au cœur des discussions, le potentiel de mobilisation des recettes intérieures en Afrique de l'Ouest et l'évaluation de l'impact de la participation des femmes. Les travaux ont été lancés par le directeur général des impôts du Bénin. Reportage. L'hymne national du Bénin est chanté au nom des autres pays de l'Afrique de l'Ouest et consacre l'ouverture de la cérémonie solennelle de la conférence du groupement des femmes fiscalistes de l'Afrique de l'Ouest. Placée sous les thèmes potentiel de mobilisation des recettes intérieures en Afrique de l'Ouest, évaluation de l'impact de la participation des femmes, cette rencontre est l'occasion pour ces femmes de se pencher sur les enjeux de la fiscalité au sein de l'Union. Furthermore, we wish to welcome all delegates from SWIFT member countries, our partners across Africa and beyond Africa. Similarly to every other delegate present, we say you are most welcome. To the main cross of today's event, domestic revenue mobilization is an essential part of the development process. The broad objectives of revenue generation are to achieve overall fiscal enhancement, efficient, effective, sufficient, and sustainable financial resource for proper and stable economic management. Taxation is the central part of revenue generation and modern public finance. Its significance arises not only from the fact that it is by far the most important of all revenues,
I welcome every one of you and I say God bless you. Thank you for listening. Cette activité du groupement des femmes fiscalistes de l'Afrique de l'Ouest est un avant-goût de la 10e conférence internationale annuelle fiscale CIAF que la République du Bénin accueille les 28 et 29 février 2024 à Cotonou. Le directeur général des impôts du Bénin, comme les différents ordres fiscaux et administrations fiscales représentés, ont exprimé leur reconnaissance aux femmes fiscalistes qui jouent un rôle important dans le processus de mobilisation des ressources servant au financement des économies de l'Afrique de l'Ouest. La tenue de la présente conférence vient alors à point nommé, car convaincu du défi que représente la question de l'engagement des femmes dans la mobilisation des ressources internes d'une part et leur performance d'autre part. Au regard des résultats attendus, j'ose croire que les travaux de ces assises permettront de trouver la meilleure approche possible pour la construction et l'expansion des femmes fiscalistes dans la société. Cette conférence a permis également au groupement des femmes fiscalistes de l'Afrique de l'Ouest d'installer les membres du bureau exécutif qui ont prêté serment au cours de cette cérémonie. Le nouveau bureau exécutif a pris l'engagement de porter plus haut l'étendard du groupement des femmes fiscalistes de l'Afrique de l'Ouest. That if you give a woman a chance, men, give us that chance, we will perform magic. Parlons à présent de l'atelier de capitalisation des acquis du projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. Financé par l'Union européenne sur 5 ans, ce projet démarré en 2018 est arrivé à terme. C'est donc le moment de faire le bilan de ces acquis. Nous allons suivre. Les réflexions convergent ici autour du projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, en acronyme PREDIP. C'est un projet financé depuis 5 ans par l'Union européenne qui vise entre autres objectifs de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 8 pays d'Afrique. Les participants à ce rendez-vous de Cotonou sont invités à faire le bilan du dit projet sur les 5 dernières années. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces différents projets, d'importants progrès ont été enregistrés dans les domaines suivants. La production d'informations pour l'aide à la prise de décision, la promotion du dialogue multi-acteurs aux échelles locales, nationales et régionales, la promotion de la gestion concertée des ressources naturelles, le soutien à des investissements structurants par des infrastructures de sécurisation de l'élevage, la surveillance et le contrôle des épizooties et des maladies transfrontalières. Nous devons veiller de nos positions d'experts, de nos positions de représentants d'institutions, de nos positions de représentants de pays. Nous devons œuvrer à ce que ces deux acteurs, agriculteurs et éleveurs qui nous nourrissent, puissent réellement s'épanouir de leurs activités. Les parties prenantes au projet PREDIP ont salué les progrès réalisés ces 5 dernières années dans le secteur agropastoral. Elles sont également unanimes à reconnaître que les besoins d'appui à ce secteur sont importants pour une pacification de la gestion des ressources naturelles, de la santé animale et de l'aménagement des infrastructures agropastorales. Ces ambitions, lorsqu'on en fait le bilan, ont-elles pu aboutir à des résultats palpables et durables ? Cet atelier doit contribuer à répondre au-delà de l'énumération des activités qui ont pu être réalisées. Aujourd'hui, la mise en œuvre des programmes régionaux et multi-pays demeure un défi pour la coordination globale des interventions multithématiques menées tant à l'échelle régionale transfrontalière qu'au niveau des États. Elle doit s'opérer à travers ces différentes échelles qui exigent un investissement important dans le reporting et le partage de l'information. Elle doit concerner l'ensemble des acteurs. Nous souhaiterions que d'autres initiatives de ce genre qui cadrent avec les besoins de notre pays puissent se reproduire dans l'avenir pour soutenir la politique nationale en matière d'élevage. Je voudrais lancer un appel à l'endroit de tous les acteurs et des partenaires qui œuvrent pour la promotion de ce secteur à une solidarité agissante.
Les travaux durent 3 jours et permettront de tirer les leçons de la mise en œuvre du projet PREDIP. Il est envisagé un après-projet permettant de booster davantage le secteur agropastoral dans le Sahel et dans les pays côtiers. Et là encore, les regards sont tournés vers l'Union européenne. Conférence de presse du ministre des Affaires étrangères ce lundi, Olusegun Adiadi Bakari était face aux professionnels des médias pour leur faire le compte rendu du récent sommet extraordinaire de la CEDEAO. Au menu des échanges, la réouverture de la frontière de Malanville, conformément à la levée des sanctions de la CEDEAO sur le Niger. Le ministre en profite pour réaffirmer la volonté des autorités béninoises quant à la reprise imminente des activités économiques entre les deux pays frontaliers. Suivant un extrait de son discours. Le président de la République avait annoncé lors de sa conférence de presse il y a quelques jours que le Bénin était favorable à une levée des sanctions ce travail a permis, après cette prise de position du président de la République et de concert avec ses homologues de la sous-région, on constate maintenant une levée effective des sanctions. La CEDEAO n'est pas simplement une organisation, c'est une communauté de peuples. Cela va au-delà de nos personnes individuelles. Ce sont des peuples qui ont l'habitude de vivre ensemble. J'ai écouté personnellement avec beaucoup d'intérêt le général Tchiani il y a quelques semaines. Et il y a une chose sur laquelle nous nous entendons tous, c'est de dire qu'il ne viendra à l'idée de personne, au sein de la CEDEAO aujourd'hui, de dire qu'il faudrait exiger d'un Nigérien un visa pour entrer au Bénin. Ça ne viendra à l'idée de personne de dire que les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, qu'on devrait leur demander des cartes de séjour. On peut dans une famille se disputer, on peut dans une famille avoir des désaccords. Ce n'est pas la raison pour laquelle on déchire son acte de naissance et on renonce à son nom de famille. Nous faisons partie d'une famille, le Niger, le Burkina, le Mali continuent, les peuples du Niger, du Mali, du Burkina continuent de faire partie de notre famille. Et nous allons, dans les jours, les semaines à venir, tout mettre en œuvre pour faire en sorte que nos frères du Niger, du Mali et du Burkina restent au sein de notre famille. Je suis convaincu qu'en face, nos frères du Niger comprendront ce geste, le saisiront au bon et profiteront en fait de la période dans laquelle nous rentrons aujourd'hui, qui est une période importante, parce que nous croyons tous d'une manière ou d'une autre en Dieu, pour pouvoir saisir cette main tendue et faire en sorte que nous puissions avancer le plus rapidement possible vers une normalisation des choses en fait. Le dialogue n'a jamais été rompu. Le président de la République l'a dit lors de ses différentes interventions, que ce soit à l'Assemblée nationale ou lors de son point de presse en fait. Il n'y a jamais eu rupture de dialogue ou rupture d'échange entre nous. Nous sommes des frères. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, mon homologue du Niger, il porte le même nom que moi, il s'appelle Bakari aussi. Et donc, régulièrement, nous avons des échanges, nous parlons. Il y a toujours eu des passerelles. Ce n'est pas tout que l'on met sur la place publique, mais je pense que nous allons intensifier encore ces efforts de manière à ce que les liens qui sont, j'ai envie de dire, le Bénin et le Niger sont des pays siamois, comme le président de la République a l'habitude de le dire. Il ne peut pas y avoir... le Bénin ne déménagera pas. Et le Niger non plus ne déménagera pas. Donc nous sommes obligés de travailler ensemble. Et je pense que la levée de ces sanctions pose les bases pour que nous puissions avancer de manière rapide. Et pendant ce temps, la 13e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce s'est ouverte ce lundi 26 février 2024 à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Les ministres du commerce du monde entier prennent part à cette importante rencontre afin d'examiner le fonctionnement du système commercial multilatéral et de prendre des mesures pour les travaux futurs de l'OMC. Occasion pour la ministre béninoise du commerce de faire un plaidoyer officiel dans le cadre du partenariat OMC-FIFA en faveur du coton. Voici la teneur de sa déclaration. Mon pays souhaite réaffirmer solennellement ici son alignement sur les positions de ses principaux groupes d'appartenance qui défendent les besoins et priorités des pays en voie de développement et des PMA dans les négociations commerciales multilatérales, à savoir le G90, le G33, le groupe ACP, le groupe africain, le groupe des PMA et last but not least, le C4.
Dans le même esprit, le Bénin tient à féliciter les Comores et Timor-Leste pour leur accession à l'OMC qui sera actée durant cette conférence et permettra ainsi de renforcer le poids des PED au sein de l'organisation. Saluer des progrès accomplis en vue de l'entrée en vigueur effective de l'accord sur les subventions à la pêche adopté lors de la CM12 et de sa nécessaire évolution vers un accord complet dans le cadre des négociations en cours sur les questions en instance. Se féliciter en tant que pays co-auteur de cette initiative de l'aboutissement des négociations concernant l'accord sur la facilitation de l'investissement pour le développement, dont l'adoption effective au cours de cette conférence ministérielle et l'incorporation souhaitée dans l'accord de Marrakech permettront d'assurer une plus grande participation des PED aux flux mondiaux des investissements directs étrangers. S'associer pleinement au projet de déclaration ministérielle proposé par la Chine et un groupe de pays sur le renforcement de la coopération en matière de réglementation en vue de réduire les obstacles techniques au commerce. Féliciter la directrice générale pour le lancement avec la Banque mondiale de l'initiative Digital Trade in Africa, destinée à soutenir le développement du commerce électronique en Afrique et la signature avec la FIFA du mémorandum d'accord visant à soutenir, entre autres, le développement des chaînes de valeur du coton dans les pays du C4. S'agissant particulièrement du coton, l'absence de résultats concrets depuis 20 ans sur la question névralgique du soutien interne continue d'anéantir inexorablement les efforts, mais aussi les espoirs de nos petits producteurs qui n'aspirent légitimement qu'à une seule chose, pouvoir vendre leur coton au juste prix sur le marché international pour vivre dignement du fruit de leur labeur. C'est pourquoi le Bénin exhorte tous les membres de l'OMC à soutenir le projet de décision ministérielle sur le coton soumis par le C4 et au-delà, à soutenir dans le sillage du partenariat OMC-FIFA précité les initiatives nationales d'industrialisation à l'œuvre, telle la zone économique spéciale de Glodjibé, lancée par le gouvernement béninois pour promouvoir et accélérer la transformation locale du coton dans le cadre d'une chaîne de valeur complète et intégrée. D'une manière générale, un sursaut collectif s'impose comme une urgente nécessité pour surmonter les divergences persistantes dans les négociations sur l'agriculture qui constituent le point d'achoppement du cycle de Doha. Il faut préciser que le plaidoyer soutenu de la ministre de l'Industrie et du Commerce et le lobbying du Bénin ont permis de décrocher officiellement l'organisation à Cotonou de la prochaine édition de la Journée mondiale du coton. Il faut également retenir que plusieurs événements majeurs ont également eu lieu en marge de la cérémonie officielle de cette 13e conférence ministérielle de l'OMC à Abu Dhabi, la réunion de haut niveau sur le coton, le panel sur l'initiative de l'OMC et de la Banque mondiale pour le développement du commerce électronique en Afrique, ou encore la rencontre relative à l'accord sur la facilitation des investissements. Autre volet de l'actualité nationale, ce jeudi 1er mars 2024 marque le début de la phase répressive de port de casque et autres infractions routières. Une répression qui s'annonce lourde pour les usagers de la route à Cotonou et environ. Une équipe de la rédaction s'est rendue ce mardi sur les points de vente de casques. Voici le constat. C'est l'ambiance qui règne ces derniers temps chez ces vendeurs de casques de moto. Nous sommes en plein cœur du marché d'Antokpa. Ici, sur cet espace marchand, les acheteurs de casques viennent au compte-gouttes. On est en train de vendre ça un peu. Ils sont en train de venir, c'était en gros 1 à 1, 1, 2, 3, 5 cartons, tu vois. Normalement, ils doivent venir pour acheter parce qu'ils ont déjà lancé la campagne de casque. Mais quand ça arrive, le plus qu'il dit, ça nous ne connaissons pas devant quoi. Ces rares acheteurs sortis pour s'en procurer se conforment à la réglementation routière avant la répression annoncée par la police républicaine. Bien c'est casque bétier parce qu'il paraît que 1er mars fifia mais comme ton casque au lado pour éviter que les policiers au lado mitent.
Maintenant, il paraît aussi que c'est un peu cher. Donc, je pense que je vais aller encore revenir pour voir. Je suis venu demander le prix d'abord. C'était aussi le casque pour mon garçon qui est en classe de CP. Et vu que les répressions vont bientôt commencer. Pour les conducteurs de taxi-moto rencontrés dans la ville de Cotonou, la répression s'avère nécessaire au regard de la recrudescence des accidents et des risques d'insécurité routière. Nous sommes en train de se préparer, on est en train de se préparer pour comme l'argent ne sort pas d'abord. C'est à cause de ça, parce qu'il n'y a pas de clients. Moi, j'ai déjà mon deuxième casque pour ma femme ou mes enfants, au cas où nous allons sortir ensemble. Moi, je n'ai pas encore payé mon second casque. Mais si le chef dit que c'est nécessaire, je suis obligé de me conformer. La répression sur les axes routiers pour tout passager à moto et autres infractions démarre dès le 1er mars prochain. Ceci dans l'optique d'amener les usagers à adopter les comportements recommandés sur la route. Bientôt, le 5e recensement général de la population et de l'habitat va démarrer dans toutes les communes du Bénin. En prélude donc à cette opération, l'Institut national de la statistique et de la démographie ISTAD a initié une formation à l'endroit des agents cartographes qui ont été présélectionnés. Les activités de cette formation, qui vont s'étaler sur 21 jours, ont été officiellement lancées à Porto Novo en présence des responsables de l'ISTAD. Les détails dans ce reportage. C'est ici, à Porto Novo, que le directeur général de l'Institut national de la statistique et de la démographie a officiellement lancé la formation des agents cartographes présélectionnés pour le compte du 5e recensement général de la population et de l'habitat au Bénin. La cartographie censitaire étant l'opération indispensable pour le recensement, l'Institut a convié ses agents à cette formation dans l'objectif d'avoir, après leur déploiement sur le terrain, des informations fiables. Lesquelles informations qui vont favoriser l'organisation des zones de dénombrement et plus tard vont orienter les politiques publiques de développement du Bénin. Les résultats du recensement sont très importants dans la programmation du développement d'un pays. Si vous ratez, si nous ratons, ça veut dire que toutes les informations que nous allons communiquer seront de fausses informations. Et toutes les décisions qui seront prises sur la base de ces fausses informations seront des décisions qui ne vont pas impacter la population. Et vous et moi, nous sommes dans la population. Il faut que de bonnes décisions soient prises pour nous, pour que nous puissions vraiment nous sentir à l'aise, voir que notre pays est développé. Et sur le terrain, il vous reviendra de développer votre capacité de persuasion pour parler à nos parents, pour parler à nos frères, pour qu'ils vous donnent les informations qu'il faut et des informations réelles. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous serez suivis de très près. Et pour ne pas tomber dans notre piège, c'est qu'il faut que ce qu'on vous a demandé d'aller faire sur le terrain, que vous alliez vraiment le faire. La formation va durer 21 jours et est axée sur les différentes techniques de collecte des données géoréférencées. Nous allons enseigner aux agents la méthodologie même de la cartographie. Nous allons leur enseigner les différents concepts que nous utilisons dans cette méthodologie-là pour qu'ils puissent également s'approprier ces concepts-là. Il y a les bonnes manières, les règles générales de conduite par rapport à la cartographie. D'ailleurs, pour tout agent qui devrait travailler sur le terrain, il y a un certain nombre d'éléments de comportement que nous devons leur enseigner pour qu'arrivés dans les ménages, ils puissent être acceptés, ils puissent être bien accueillis. En plus de tout cela, il y aura des simulations. Parce que dans nos communautés, il y a des gens qui ne parlent pas le français, c'est les langues locales. Donc il y a des simulations dans nos langues locales qui seront réalisées pendant plusieurs étapes ici. Nous allons identifier des quartiers environnants où l'ensemble de ces agents-là vont descendre pour faire la pratique et nous allons évaluer, nous allons faire le débriefing, ajuster tout ce qu'il faut ajuster avant de les déployer maintenant sur le terrain. En dehors de Porto Novo, cette formation se déroule dans 5 autres communes du Bénin, dont Abomey-Calavi, Lokossa, Boikon, Parakou et Natitengu.
Aujourd'hui, nous poursuivons notre feuilleton sur les traces de Finagnon, personnage principal de l'ouvrage Les Aventures de Finagnon, un ouvrage lu par plusieurs générations d'écoliers béninois dans les années 80-90. Avec Emma Rodonou, Finagnon expliquait hier comment l'aventure a commencé et dans le présent reportage, nous saurons ce que Finagnon est devenu. Nous parlerons également de la tante Nyomi, Bossi, les jumeaux Zinsou et Sagbo, Dossou et bien évidemment le chien Écaillé. Sur les traces de Finagnon, c'est un reportage de Emma Rodonou. Les aventures de Finagnon, c'est aussi d'autres personnages que les petits écoliers béninois ont appris à connaître. La tante Nyomi, Bossi, les jumeaux Zinsou et Sagbo et le chien Écaillé. Oui, quand on voit Finagnon, je suis l'acteur principal du livre. Il y a ma petite soeur Bossi, et il y a les jumeaux Zinsou et Sagbo, il y a le petit Dossou. Et disons que Bossi ne vit plus. Bossi ne vit plus. Il y a Zinsou et Sagbo qui vit, il y a le petit Dossou qui est là. Et lui, il est en Italie. Il y a les animaux de Finagnon, il y a le chien Écaillé, le chat Bouboule, il y a, comment on appelle, le singe Matoko aussi. Vous savez que les animaux ont une courte durée de vie. Donc, l'ancien chien n'existe plus. Maintenant, Finagnon a un nouveau chien qui s'appelle Écaillé, qui se trouve avec moi, là où je vis. La tante Nyomi, c'est la petite sœur de mon papa. Elle vit toujours. La tante Nyomi a joué un rôle très capital dans les aventures de Finagnon. C'est elle qui a procédé à la sortie de l'enfant à la maison, les cérémonies de sortie qu'on fait à la maison, coutumière, là où on présente le bébé à la nouvelle lune. Et la tante Nyomi, c'est son enfant qui est le glouton. On dit le glouton dans les aventures de Finagnon, qui a mangé au cours d'une fête, a mangé, il a commencé par vomir. C'est son garçon aîné qui est le glouton dans le livre. Oh, réellement, il était un glouton. Maintenant, quand on lui dit ça, il n'aime pas entendre parler de ça. Élève modèle à qui beaucoup d'écoliers béninois voulaient ressembler, Finagnon n'a pas eu la réussite sociale qu'on aurait pu imaginer. Entre échec scolaire et manque d'opportunités, Finagnon a finalement pu se frayer un chemin dans la vie active et a travaillé 15 ans dans une société privée qui a finalement fermé. Et Finagnon est allé au bac D, 2 fois ça n'avait pas marché. C'est là, avec le concours de mon frère père, il a dit qu'il faudrait que je change de série. Bon, c'est là qu'il m'a amené à Porte-Nouveau. Finagnon a commencé la série F4. Dans la première année, Finagnon a eu le SUAP, constructeur en bâtiment. Et de deuxième année, en classe de première, j'ai tenté le bac D, ça a marché. Après, l'année suivante, j'ai fait le bac F4, ça a encore marché avec le DTI. Au début, j'avais démarré la vacation. Quand j'ai appris aussi à la radio un concours au niveau d'une société privée qui cherchait des techniciens compétents en génie civil, que j'ai postulé. On était nombreux, on nous a retenus 3 en son temps. Donc j'ai travaillé avec la société jusqu'à sa fermeture. J'ai fait 15 ans avec la société jusqu'à sa fermeture en tant que chef projet et construction. En référence à ces ouvrages dans lesquels il apparaît un héros, Finagnon a fondé à Avrancourt une école primaire du même nom. Complexe scolaire Les Aventures de Finagnon. Finagnon a créé une école, Les Aventures de Finagnon, pour immortaliser les aventures de Finagnon, comme le livre n'est plus au programme, pour permettre à la génération montante de connaître les aventures de Finagnon, même s'ils n'ont pas lu ça. C'est pour cela que nous, on a essayé d'immortaliser le livre en créant l'école Les Aventures de Finagnon, qui est de la maternelle au CM2 pour le moment. Dans cette aventure, le petit Finagnon du village de Sado, devenu grand, dit n'avoir rien gagné. Bon, disons, de cette aventure, Finagnon n'a rien gagné. Je le dis, même le village de Finagnon n'a rien gagné de l'aventure. Mon souhait, c'est de demander au gouverneur de ramener ces livres au programme. Même s'il ne veut pas ramener les livres au programme, il y a une forte demande. Il y a une forte demande que les gens demandent quand les gens voient Finagnon où est-ce qu'on peut trouver ces livres. Et ces livres sont des livres de lecture. On peut rééditer et mettre ça au niveau des librairies. Les gens vont payer et
ceux qui ont lu ces livres vont continuer la lecture et mettre ça dans leur bibliothèque. Les aventures de Finayon a été un outil de formation et d'éducation pour des générations d'écoliers béninois qui s'émerveillent encore aujourd'hui quand les joies de la lecture de ces ouvrages leur reviennent à l'esprit. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.